Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler comment adopter une démarche inclusive. On parlera également défaillance d'entreprise et tendance des levées de fonds dans les entreprises innovantes. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Maya Agege, déléguée générale de l'Association française des managers de la diversité, l'AFMD, avec qui on va parler démarche inclusive. Maya, bonjour. Bonjour. Alors, de quoi parle-t-on quand on dit d'adopter une démarche inclusive? Qu'est-ce que c'est? Alors, depuis 15 ans, l'AFMD déploie et accompagne les organisations pour la mise en œuvre de leur politique diversité. Aujourd'hui, on a 150 employeurs, organisations qui sont membres de notre association. Et pendant plus d'un an, on a collaboré avec deux enseignants-chercheurs qui sont maintenant experts et consultants, Pete Stone et Patrick Charnitsky, pour concevoir cette notion et l'appliquer à un modèle français. Aujourd'hui, pour nous, il y a 4 piliers dans l'inclusion. Le premier pilier, c'est la transversalité des actions, c'est-à-dire le fait de ne pas mettre en place des actions qui ne correspondraient que à certaines catégories de salariés et de collaborateurs et de collaboratrices, mais de pouvoir proposer, j'allais dire, des actions qui toucheraient tout le monde. Le deuxième pilier, c'est l'équité et la justice, qui est un sentiment. L'idée, c'est de mettre en place, de promouvoir un sentiment d'appartenance, donc de pouvoir faire en sorte que les personnes puissent aussi bien donner à l'entreprise que prendre, mais également qu'il n'y ait pas de sentiment de différence entre deux collaborateurs ou deux collaboratrices. Le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle la coopération intégrative. Dans ce cas-là, nous, ce qu'on dit, c'est que l'inclusion, c'est pas forcément juste la juxtaposition de différences, mais c'est plutôt, montrer que toutes ces personnes sont interdépendantes dans l'organisation, aussi bien dans les moments formels de l'entreprise que dans les moments informels. Enfin, le dernier pilier, et je prends ma note, hop, c'est l'équilibre entre l'unicité et le partage. C'est-à-dire pouvoir respecter les singularités de chacune des personnes dans son équipe, mais également promouvoir, pousser, montrer que toutes ces personnes, elles ont des choses en commun, et donc promouvoir ces valeurs communes. Tout ça ne pourrait pas exister, ne pourrait pas donner des effets positifs s'il n'y avait pas des tentatives de neutraliser les stéréotypes dans l'organisation. Vraiment être vigilant, l'organisation, elle doit vraiment être vigilante aux impacts négatifs des stéréotypes. Et ça, c'est vraiment, la base de toute politique diversité. Alors, on a bien compris maintenant ce qu'était une démarche inclusive, mais pourquoi adopter une telle démarche? Je comprends très bien cette question, parce que jusqu'à maintenant, on parlait de politique diversité, et aujourd'hui, on parle de politique d'inclusion. L'objectif dans tout ça, c'est que les salariés, ils se sentent traités de manière avec respect et équité, c'est que chaque personne, chaque salarié, chaque agent se sente légitime à prendre la parole et à exprimer ses idées. C'est également que chaque personne puisse se sentir unique dans l'organisation. Et puis surtout, et ça c'est la glue, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance encore une fois à l'organisation, donc que ces personnes puissent se sentir appartenir à que ce soit une entreprise publique ou privée, à une équipe, quoi. Concrètement, comment on fait pour déployer une telle démarche? Ça peut passer par des choses très très simples. On peut, par exemple, mettre en place des actions de mentorat, mais qui sont pour tout le monde et pas seulement pour, par exemple, des femmes de certaines catégories. On peut mettre en place, on peut s'assurer que, par exemple, toutes les réunions soient inclusives. Inclusive, ça veut dire pouvoir s'exprimer, pouvoir être ouvert à des idées inattendues, s'assurer que chaque personne a le crédit, la légitimité nécessaire pour exprimer ses opinions. Ça, c'est un deuxième exemple. Et puis peut-être un troisième exemple qui est, je pense aussi, comme je le disais tout à l'heure, assez important, la question des stéréotypes. Notamment, proposer des mini-formations sur la prise de conscience et la déconstruction des stéréotypes. Et ça, c'est vraiment important parce que là, donc très récemment, on a publié une étude avec la conférence des grandes écoles, et c'est une étude sur les stéréotypes de genre des étudiants et étudiantes de ces grandes écoles. On a recueilli 5000 réponses. Quelles sont les tendances? Ce qu'on voit, c'est que une grande partie des étudiants, 82%,
disent que les compétences et les qualités professionnelles pour certains métiers sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Et puis à côté de ça, on se rend compte que quelques questions après, quand on leur demande de classer des compétences, ils nous disent, pour une majorité, qu'il y a des compétences féminines, l'écoute, ou des compétences masculines, la gestion du stress. Donc ça, clairement, j'allais dire, c'est une sorte de dissonance entre leur aspiration à l'égalité et la réalité de leur perception genrée. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur les stéréotypes. Si je peux me permettre une deuxième tendance vraiment importante, je trouve, c'est l'intensification de dynamiques collaboratives et de dynamique collective. Les entreprises travaillent de plus en plus ensemble. Elles ne font pas chacune dans leur coin une action. Elles vont, par exemple, co-construire, co-financer des outils, mettre en place des actions communes, comme là, très récemment, depuis quelques années, Stop au sexisme ordinaire en entreprise, qui rassemble aujourd'hui 114 organisations. Nous, à la FMD, je le disais, 150. Et on a de plus en plus d'organisations qui nous rejoignent. On n'en a pas 10, Donc ça, 15. c'est une vraie tendance de fond. Travail collaboratif inter-entreprise. On va conclure là-dessus. Merci Maya d'être passée sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir accueilli. Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre. On va parler défaillance d'entreprise avec mon invité Philippe Fabre, Managing Director chez Prosper Dirigeants. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, nouveau recul de 21% ce trimestre des défaillances d'entreprise. Les défaillances d'entreprise vont atteindre 28 000 cette année. Comment vous expliquez cette tendance ? C'est vrai que c'est un chiffre qui est très très bas, hein. Je pense qu'on peut l'attribuer à deux phénomènes. Le premier, ce sont les aides d'État qu'on a eues pendant les différents confinements, les PGE, les aides au coût fixe, maintenant les aides au loyer, dont on a reçu un décret très récemment, donc qui vont aider et qui aident les trésoreries d'entreprise. Et le deuxième phénomène, c'est un rebond économique assez important. On l'a vu pendant les périodes entre les confinements, depuis les réouvertures. Donc une économie qui se porte plutôt bien, une consommation qui reprend, un investissement qui reprend. Donc les entreprises sont sur des matelas, on va dire, de trésorerie qui leur permettent d'éviter tout problème en ce moment, en tout cas. Quelle doit être l'attitude des dirigeants ? Je pense que c'est de profiter de la période, profiter de cette période où ils ont de la trésorerie pour se transformer. S'adapter au monde qui est nouveau. On a vu quand même un changement très important des méthodes de consommation de nos concitoyens, avec beaucoup plus de digital, une relation différente à la consommation, et aussi les équipes qui sont beaucoup plus responsabilisées maintenant avec le télétravail, beaucoup plus autonomes. Donc maintenant, c'est le moment de se transformer à la fois économiquement, son business model, et aussi son modèle de management pour s'adapter à la situation nouvelle. Et comment faire ? Je pense que c'est vraiment en s'appuyant sur les équipes, en faisant participer au maximum les équipes, à la fois sur la revue du modèle économique et sur la revue du modèle de management. C'est le moment, en tout cas. Et faire participer ces équipes dans un contexte où on a beaucoup recours au télétravail, c'est pas forcément évident ? Oui, mais c'est possible. C'est possible. On s'est tous mis à Teams, à Zoom et autres, et c'est toujours possible. Moi-même, j'ai mené des transformations uniquement sur Teams. Alors évidemment, c'est moins évident, mais on y arrive. On y arrive très bien. Quelles sont les perspectives que vous voyez pour 2022 ? Alors, on va voir quand même des tendances, à mon avis, qui vont être pérennes, c'est-à-dire la difficulté d'approvisionnement, au moins pour la première partie de l'année, l'instabilité des prix des matières premières, et quelque chose qui devrait durer au moins 2022, peut-être plus longtemps, la difficulté à recruter, la pénurie de main-d'œuvre dans certaines catégories. Et tout ça, ça va freiner le rebond, tel qu'on voit actuellement. Et troisième élément, les premiers remboursements des PGE à partir du mois de mars 2022, qui vont tirer un peu plus sur les trésoreries d'entreprise. Et donc c'est peut-être là, à ce moment-là, qu'on va voir un rebond des défaillances et des difficultés des entreprises. On va conclure là-dessus. Philippe Fabre, merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Bon bah parfait. Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre. On va parler des tendances des levées de fonds dans les entreprises innovantes avec mon invité Jean-Christophe Braun,
associé chez Inextenso Innovation Croissance. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les principales tendances que vous observez en matière de levée de fonds dans les entreprises de croissance? Alors, cette année, on assiste à un espèce de petit miracle finalement, avec des tendances incroyables sur l'année. On a de plus en plus de levées de fonds, avec des rounds et des montants qui sont de plus en plus importants. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on est déjà au troisième trimestre donc de l'année n'est pas finie. On est déjà à presque la moitié, enfin le double pardon, de l'ensemble des levées de fonds réalisées l'année dernière. Oui, en effet, c'est important. On est sur une grosse tendance. En gros, les chiffres au troisième trimestre, c'est 8 milliards d'euros, 600 projets en France financés. Avec des tours de financement qui sont de plus en plus importants. Le ticket moyen sur le troisième trimestre est de 22 millions d'euros par tour. Donc on est vraiment sur des gros deals, comme on dit dans le jargon des levées de fonds. Comment vous analysez ces tendances? Alors, il y a plusieurs points. Il y a un premier point qui est plutôt conjoncturel, à la suite du Covid et de la crise du Covid, qui a finalement mis sur le marché un certain nombre de liquidités. On trouve ça aussi en bourse, par exemple. Et ce qui fait qu'on a de plus en plus de liquidités disponibles pour un certain nombre, pour investir dans les projets. Deuxièmement, on est sur une structuration de l'écosystème français, des startups, qui est en pleine effervescence et en pleine maturité, et qui est en train d'acquérir la maturité nécessaire pour effectuer justement ces grosses levées de fonds. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on va dire, on était sur une phase de rattrapage où on a eu, alors vous connaissez les phrases, la France des startups et toute cette... La Startup Nation, comme la Startup on dit. Nation et la French Tech, etc., avec toutes ces marques qui ont été créées, beaucoup d'efforts faits par le gouvernement finalement et par les institutionnels pour justement accélérer sur la partie création et création d'entreprises innovantes. Et on assiste maintenant aujourd'hui à une arrivée à une phase du maturité, c'est-à-dire que ces entreprises maintenant ont 5 ans, 5 à 10 ans, et elles sont en pleine possession de leurs moyens. Elles sont à la tête, il y a des dirigeants qui sont assez expérimentés, qui ont des ambitions internationales, et ce qui se retrouve mécaniquement finalement dans les chiffres. Et on voit l'émergence de ces levées de fonds à 3 chiffres, ce qui n'existait pas il y a 5 ans. On parlait de ça comme quelque chose d'exceptionnel. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, 5% des levées de fonds de l'année sont sur des levées de fonds à plus de 3 chiffres, donc à plus de 100 millions d'euros. Alors justement, est-ce que ces tendances vont continuer en 2022 selon vous? Quelles sont les perspectives? Alors, c'est la bonne question piège de journaliste, je vous remercie de me la poser. J'aurais été effectivement beaucoup plus à l'aise pour y répondre dans un bar ou dans un autre endroit. Alors sans faire de prédictions précises, on va dire, quand on regarde nos chiffres dans le baromètre, on tient ce baromètre depuis plusieurs années maintenant. Et on est vraiment, quand on analyse quantitativement les données en interne, on est vraiment sur une phase qui devrait encore continuer pendant au moins plusieurs années, avec de la même manière de cette tendance finalement structurelle et sur la notion de maturité des projets qui vont encore arriver sur l'année prochaine, l'année encore d'après, avec des ambitions internationales et qui vont éclore, accélérer, et ça devrait se traduire normalement sur des levées de fonds toujours aussi importantes et effectivement, on devrait retrouver ces bons chiffres. Maintenant, on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici là. Peut-être qu'on en reparlera l'année prochaine. Je serais ravi de revenir refaire l'analyse. En tout cas, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci Jean-Christophe d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de la matinale.